Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et ceci est la 7e vidéo du cursus apprentissage de Blender pour les débutants. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais rajouter un lien vers la toute première vidéo de ce cursus et aussi un lien vers la vidéo précédente à celle-ci. Et donc, sans plus tarder, commençons le tutoriel. Comme le titre l'indique, on va parler ici de topologie. Donc je fais une pause sur l'apprentissage de l'outil en soi de Blender et de ses fonctionnalités, et ce cours sera beaucoup plus théorique, et on va parler donc de topologie. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est la topologie, et c'est plutôt normal si vous regardez cette vidéo, je vais y donner une définition assez globale, assez générale. Je vais dire ceci: la topologie, c'est le flux et l'organisation des faces, arrêts et sommets du modèle 3D dont on est en train de travailler, sur lequel on est en train de travailler. Donc ce sera la manière d'organiser tout ce qui est face, arrêt et sommet de notre modèle pour avoir un modèle propre. Et j'expliquerai un peu plus tard qu'est-ce que j'entends par propre. Avant de vraiment commencer à vous montrer des exemples, à détailler certaines choses, j'aimerais déjà vous montrer, être sûr que vous soyez avec moi sur certains outils que je vais utiliser. Donc je vais passer vite fait sur cette sphère pour vous montrer 2 ou 3 outils, ou du moins une manière de nommer certaines choses qu'il est important de connaître pour continuer plus loin dans ce tutoriel. Donc déjà on va passer en mode édition. Là on a accès à toutes les faces, arrêts et sommets de notre sphère qui est ici. Et je vais vous introduire à ce que l'on appelle des edge loops. Un edge loop, ça vient de l'anglais. J'ai pas vraiment réussi à traduire ça sur un mot facilement prononçable rapidement comme ça en français, donc je vais continuer de dire edge loop. Mais si je dois donner une traduction, edge, donc ce sont les arêtes en français, et loop, ça va être la continuité, enfin le chemin qui se reboucle sur soi-même, donc un rebouclement ou un truc dans le genre. Donc voilà, ça c'est un edge loop. Un edge loop peut être sélectionnable très facilement dans Blender, et c'est ce qui permet en général d'aller assez vite dans la modélisation, en appuyant sur Alt, puis là je suis en sélection par sommet, on voit bien que je suis en sélection par sommet, et si j'appuie sur Alt et que je fais un clic droit de sélection, non pas sur un sommet mais sur l'edge qui est entre deux sommets, je vais sélectionner l'edge loop, donc cet edge là en particulier, puis tous les edges qui y sont connectés sur un même chemin. Si je suis en sélection par arête, je peux faire la même chose, Alt et clic droit, donc je sélectionne mon edge et tous les edges qui y sont connectés. Ça, ce sont des edge loops. Je vais aussi, tant que je suis en sélection par arête, vous parler de edge ring ou face ring. Edge ring, ça va être du coup ring, veut dire que c'est un anneau, et donc cette fois-ci, je vais sélectionner un anneau d'arête. Alors on peut penser que ça c'en est déjà un, mais ça c'est plutôt un chemin d'arêtes. Les arêtes se suivent l'une après l'autre, étant connectées les unes aux autres. Si je veux avoir un anneau d'arêtes, je vais plutôt sélectionner sur cette arête là par exemple. Si je fais un CTRL ALT clic droit, je vais sélectionner ce qu'on appelle, voilà, du coup un edge ring, donc un anneau d'arête. On peut aussi appeler face ring, parce que si par exemple je suis en sélection par face et que je fais la même manipulation, donc CTRL ALT clic droit, cette fois-ci je sélectionne des faces entières. Et oui, parce que du coup j'ai sélectionné 2 arêtes qui constituent une face, comme ça, donc Blender va automatiquement sélectionner la face. Pareil, si je suis en sélection par sommet et que je fais la même manipulation, CTRL ALT clic droit, comme je sélectionne cette arête et toutes les autres arêtes, je sélectionne aussi les 2 sommets qui la constituent, l'arête, et donc je sélectionne 4 sommets, et donc je sélectionne une face entière. Donc on appelle ceci des edge rings ou des face loops. Vous pourrez entendre ces termes dans d'autres tutoriels en anglais par exemple. Le plus important étant l'edge loop, dont on se sert le plus souvent à ma connaissance. Alors, un edge loop, comme je vous l'ai dit, est une continuité, un chemin qui se continue et qui reboucle sur soi-même tant que ça n'a pas été arrêté. Qu'est-ce qui peut arrêter un edge loop? Parce que il y a des cas dans lesquels un edge loop va arriver à une terminaison. Si par exemple, je décide de faire un edge loop non pas horizontalement comme là, mais verticalement, on s'attendrait à ce que je fasse tout le tour de ma sphère encore une fois et que je puisse revenir à mon point de départ. Mais si je le fais, on voit que je ne sélectionne qu'une moitié de sphère allant d'un pôle à l'autre.
Et ceci est dû à la nature des pôles de ma sphère. On voit que lorsque je sélectionne, je vais faire Shift et Alt, comme ça je maintiens cette edge loop, et je vais en créer un autre horizontalement. Ah, j'ai mal appuyé sur Shift, désolé. Et là, on voit que si j'analyse mon edge loop qui est ici horizontalement, sur chacun des sommets que je vais avoir, ce sommet-là, celui-ci, et ainsi de suite, tous les sommets qui constituent mon edge loop, tout le long jusqu'à ce que je revienne ici, sont connectés par 4 arêtes, ni plus, ni moins. Et ceci est très important, car c'est ça qui fait que mon edge loop peut continuer à exister, et que Blender va continuer de pouvoir sélectionner derrière la suite de l'edge loop jusqu'à revenir au point de départ. Ou à une terminaison si on est sur un plan par exemple, à l'un des bords. Dans le cas par contre, je vais faire N, je vais supprimer mon calque avec mon grease pencil. Dans le cas par contre de mon edge loop vertical, je m'arrête aux deux pôles, c'est-à-dire tout en haut de ma sphère ou tout en bas, notamment parce que ces pôles sont des sommets auxquels sont reliés plus de 4 arêtes. Et là, en l'occurrence, j'en ai autant que je n'ai de... je sais comment que ça s'appelle sur Terre, c'est les méridiens. Mais vous comprenez le point, il y en a plus que 4. Du coup, Blender en arrivant ici ne sait pas lequel choisir et par où aller. Il sait très bien, lorsqu'il y en a 4, il dit que bon bah je ne prends pas à droite, je ne prends pas à gauche, je prends celui au milieu qui va tout droit. Et là, c'est clair, c'est net, c'est défini, donc au moins ça fonctionne bien. Il faut juste noter ça dans votre tête. C'est juste que un edge loop sera interrompu s'il arrive à ce qu'on appelle un pôle. Donc un sommet auquel est relié 3 ou plus de 4 arêtes. Et je reviendrai sur des pôles un peu plus tard dans cette vidéo. Pour l'instant, c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. On va sortir du mode édition sur cette sphère et j'ai préparé d'autres calques. Du coup, je vais aller vous parler d'autres exemples qui sont ici. Je vais vous parler donc plus particulièrement des différents composants de vos maillages 3D. On a dit que la topologie était le flux et l'organisation des faces, arêtes et sommets de notre modèle 3D. Pour gérer ce flux, gérer cette organisation, on travaille, dans nos maillages en 3D, on travaille avec toutes les faces qui sont soit des triangles, des quads, donc des faces à 4 côtés, des n-gons, et on rencontre des pôles. Je vais expliciter ces 4 points ici avec les 4 plans que j'ai sous les yeux. Ce n'est qu'un seul et même objet, donc si je passe en mode édition, on voit que ce sont à chaque fois des scénarios différents. Et je vais commencer d'abord par vous parler des quads, et je commence pas par les triangles, mais je vais vous expliquer l'un après l'autre chacune de ces situations. Et donc si on vient sur notre premier plan qui est ici, et qu'on zoome dessus, on a un exemple de maillage qui est seulement quad only en anglais, donc il n'y a que des quads là-dedans. Et du fait que ce soit qu'un plan carré qui était été subdivisé, tous mes quads, toutes mes faces sont carrées aussi. Il faut vraiment essayer de prendre ce modèle comme étant vraiment la référence à avoir lorsque vous modélisez. Tous vos maillages, sur une règle générale, une règle basique générale, doivent dans l'absolu ressembler à ceci. Donc si possible, autant que possible, essayez de faire en sorte que vos maillages ne contiennent que des faces créées par 4 sommets, et donc 4 arêtes, et que chaque face, qui ne soit reliée que de 4 sommets, soit le plus carré possible. Donc, si ce sont des rectangles, il se peut parfois que ça étire, qu'il y ait des étirements comme ça, mais si possible, essayez de respecter au maximum ce modèle-là. Et encore, je vais le dire une première fois, je le répéterai sûrement souvent tout au long de cette vidéo, mais tout ce que je dis, toutes les règles que je donne, comme ceci est une règle, essayez que tous vos modèles soient le plus proche de cet exemple-là, toutes les règles que je donne ne sont pas non plus absolues. C'est-à-dire que parfois, il y aura forcément certains cas dans lesquels on voudra avoir une autre topologie que celle qu'on a ici. Parce que ça va nous aider, parce que dans un cas particulier, c'est ce qui va nous sauver, et ce qui va réussir à nous permettre de faire ce que l'on veut, ce que l'on désire avec notre géométrie. Mais là, je vous dis que dans une règle générale, si l'on veut avoir un maillage propre, il vaut mieux avoir ce genre de modèle-là. Pourquoi ? Parce que là, du coup, avec ce genre de modèle,
on n'a aucune interférence avec nos edge loops. On n'a aucun pôle dedans, et encore les pôles on les verra plus tard dans le quatrième plan que j'ai préparé. Mais ici, si je fais mon alt-clic, je peux sélectionner n'importe quel edge loop et je n'ai aucune interruption d'un côté de maillage jusqu'à l'autre. Alors bien sûr, sur chacun de ces exemples-là, on fait abstraction des bords parce que cela, c'est juste que ce n'est pas connecté à autre chose. Mais en général, vos maillages sont plutôt fermés, donc on imagine que ça fait un tour. Comme la sphère ou quoi que ce soit, mais du coup voilà, juste pour l'exemple, j'ai dû prendre des plans et donc on n'a que 3 arêtes à chaque fois sur toutes les extrémités, donc on essaie de les abstraire de notre analyse. Donc premier point, c'est que du coup on n'a aucune interférence dans nos edge loops. On peut les sélectionner aussi bien que l'on veut, et ça veut dire qu'on peut non seulement les sélectionner, mais on peut aussi en ajouter. Et alors pour les ajouter, je ne vous en ai pas parlé avec la sphère, j'ai oublié de le dire, mais du coup le raccourci clavier c'est CTRL R, et on a donc du coup cette barre violette suivant là où on place notre curseur, notre souris. On va avoir cette barre violette qui va apparaître et nous donner une prévisualisation de l'edge loop qu'on va créer. Et avant de cliquer pour la placer, bon, on peut cliquer, et dans ce cas-là elle n'est pas encore placée, mais là on peut déplacer notre souris pour placer comme on veut l'edge loop dessus. Par défaut, elle se met au milieu. Donc si on a déplacé sans faire exprès, on peut faire un clic droit et annuler l'opération en cours. Et on va replacer cet edge loop au milieu des face loops qu'on avait en dessous. Rappelez-vous, là je viens de faire un clic droit pour annuler l'opération en cours et j'étais en train de placer mon edge loop. Alors qu'à la base, je n'ai fait qu'un CTRL R. Si vous vous rappelez les premières vidéos de cette série, je vous ai déjà parlé de ce type d'opérations qui sont des macros, c'est-à-dire qu'elles contiennent plusieurs opérations en une seule. Donc là, si je refais l'opération, je fais CTRL R, je peux placer mon edge loop, et si je clique une première fois, là j'ai juste défini que je voulais utiliser, si je clique une première fois, je définirai que je veux le faire à cet endroit-là, mais pas, je n'ai pas défini où dans cet endroit-là. Donc je passe dans un autre mode. Je suis toujours dans le même outil, mais je passe dans un autre mode, où là, cette fois-ci, je suis en déplacement de mon edge loop, et c'est comme le edge slide, qui est un autre outil qu'on verra plus tard dans la série, mais je vais pouvoir déplacer un edge sélectionné sur les edges sur lesquels il se trouve. Et là, je suis dans un autre mode, ça veut dire j'ai créé cet edge loop, il est créé, je suis en train de le placer maintenant à l'endroit où il est. Et donc, si je fais un clic droit et que j'annule l'opération en cours, j'annule le placement de cet edge loop, mais pas le fait qu'il ait été créé. Voilà, et donc il se placera automatiquement au milieu, parce que par défaut c'est sa position. Un dernier point à voir sur cet outil de edge loop, je vais faire un CTRL Z, oups, je suis en anglais et plus en français, voilà. Un dernier point sur cet outil de edge loop, je vais faire un CTRL Z 2 fois pour annuler les 2 edge loops que j'ai fait. Si j'en fais un, CTRL R du coup, je peux définir que je le veux ici. Avant de le créer en cliquant, je peux jouer avec la molette de ma souris pour en créer plusieurs. Si je veux créer 3 edge loops à cet endroit-là, j'utilise ma molette de souris et là je crée mes 3 edge loops. Quand je clique, ça ne change rien, j'ai créé mes edge loops, mais je passe encore en mode de placement de mes edge loops. Et si je reclique gauche, soit je les valide, ou alors je fais un clic droit et j'annule, et donc ils se replacent au centre de l'endroit où ils étaient. CTRL Z pour annuler, et je reviens donc sur mon plan qui est ici. Donc, comme j'étais en train de le dire, ce plan est une topologie idéale, car du coup elle est bien homogène, bien espacée, on peut facilement sélectionner les edge loops que l'on veut, on peut facilement en créer, ce qui veut dire qu'on peut aussi bien manipuler notre géométrie, et ça devient très facile à travailler dessus. Voilà, et même c'est un schéma qui est assez facile à analyser même du premier regard. Lorsqu'on le voit, c'est une grille, c'est quelque chose qui est carré comme ça, donc même quand on le voit, qu'on veut essayer d'imaginer la manière de modifier des choses comme ça, c'est le plus simple qu'on puisse avoir, même visuellement parlant, pour nous, artistes. Voilà, je vais passer maintenant au deuxième modèle qui est à côté, et donc la deuxième forme qu'on peut trouver, ce sont les triangles, qui en général, on parle d'abord de triangle, ensuite de quad, parce que 3 avant 4. Mais bon, là je voulais vraiment vous montrer la base, les quads d'abord, qui est vraiment le modèle
le schéma modèle. Maintenant je passe aux triangles, qui en général se font lyncher par tout le monde sur internet. Tout le monde va leur cracher dessus en disant les triangles c'est le mal, il faut les enlever, il faut qu'il n'y en ait aucun dans la géométrie, ça fait plein d'erreurs, c'est la merde, excusez-moi l'expression, mais du coup en général c'est très mal vu d'avoir des triangles dans son maillage. Alors je rappelle encore une fois, ce genre de règle censée être absolue, comme on l'entend sur internet, ne l'est pas vraiment. Il est parfois bon d'avoir des triangles justement pour les erreurs que ça peut occasionner dans le workflow et dans la géométrie. On peut se servir de ces problèmes, entre guillemets, qui n'en sont plus du coup, pour gérer au mieux notre topologie telle qu'on le souhaite. Si j'analyse un peu ce qu'on a ici, les premiers problèmes, donc que je vais qualifier de problèmes, vont être au niveau de la sélection. On peut voir que si je sélectionne cette edge loop qui est ici, je ne peux pas sélectionner l'edge loop au complet. Il se fait arrêter parce qu'ici on a, à cause du triangle, on a un pôle qui vient d'être mis en place, dont on reparlera encore plus tard, mais ce pôle va gérer pas mal de problèmes à cet endroit-là. Et ce triangle en général, en particulier entièrement, va créer des problèmes parce que du coup chacun des arêtes, chacun des edge loops qui sont connectés à ce pôle vont être terminés. Je peux pas sélectionner cet edge loop non plus, celui-ci non plus, celui-là ou celui-là. À chaque fois ils se font arrêter. Si on est sur un modèle beaucoup plus complexe et qu'on a un pôle qui traîne n'importe où dans notre maillage, on peut ne pas s'en rendre compte et vouloir sélectionner rapidement tout un edge loop qui fasse le tour de notre sphère comme au début de la vidéo. Et penser que bon on a tout sélectionné et puis on fait notre modification, on rajoute une extrusion, on fait je ne sais quoi. Mais le fait qu'on ait eu ce pôle là va nous bloquer notre edge loop, parce que du coup Blender ne sait plus quel chemin prendre pour continuer le edge loop, la sélection, et donc il arrête ici, et donc du coup on n'a pas sélectionné la fin et on se trouve bloqué. C'est un premier point qui va être embêtant. Le deuxième, ça va être donc pour rajouter de la géométrie, car là si je fais un CTRL R et que je vais essayer de rajouter, on voit de suite que je peux rajouter de la géométrie ici, tout droit, je peux en rajouter sur les bords, ici aussi, là aussi, mais dès que je vais venir dans le triangle, tous les edge loops que je vais rajouter qui arrivent au triangle vont être bloqués par ce triangle, parce qu'ils peuvent plus continuer tout droit là. Si jamais je veux à un moment faire rajouter un edge loop, de manière toute droite comme ça là, ici, hop, je ne peux pas. Parce que mon triangle va du coup bloquer toute arrivée d'edge loop ici ou même sur le côté par là. Je peux encore en rajouter en haut, mais je suis bloqué au niveau du triangle. Le dernier point pour lequel les triangles vont nous gêner, ça va être au niveau des subdivisions. Je ne vous ai pas parlé de modificateurs encore, donc je n'aborderai pas de modificateurs pour vous expliquer ce point-là, mais sachez globalement que lorsqu'on modélise, lorsqu'on fait de la modélisation, le modèle que vous voulez avoir, vous voulez qu'il soit le plus joli possible, donc en général avec des courbes les plus lisses possibles et ainsi de suite. Mais vous voulez aussi en contrepartie enfin pas en contrepartie, mais à l'opposé, vous voulez aussi que votre maillage reste le moins dense possible, donc il y ait le moins de sommets possible. Donc en général, vous essayez de faire une balance entre les deux. Donc lorsque vous modélisez, pour que ce soit plus simple de sélectionner les bons sommets, et pas être embrouillé dans un gros nuage de points partout tout noir de sommets et vous savez pas lesquels choisir, ou vous devez en cliquer sur plein, en sélectionner plein, vous allez travailler sur un maillage qui sera assez low poly, avec un minimum de polygones, et ensuite faire des subdivisions pour, une fois que la structure basique a été faite, lisser le tout et obtenir quelque chose qui sera plus joli et qui correspondra plus à ce que vous voulez. Lorsque l'on fait cette opération de subdivision, pour rajouter donc de la géométrie et lisser le tout, Blender préfère l'algorithme de subdivision travaille sur une base de quad, donc de face à 4 côtés. Lorsqu'on a un triangle dans la géométrie, la subdivision va donner des résultats un peu chelous, un peu bizarres, dans tous les sens. Il y aura peut-être des quads très bizarres ou des triangles qui vont rentrer, des pôles, ainsi de suite. Et c'est des choses que vous voulez pas avoir. Sur un plan comme ça, lorsqu'on passe en mode objet, on voit bien que avoir un triangle dans notre géométrie ne pose pas de problème. Mais lorsque la surface sera arrondie avec une subdivision, on peut avoir des pincements, on peut avoir des problèmes d'ombrage, on peut avoir des sortes d'effets
indésirables comme ça, et c'est pour ça aussi que les triangles sont souvent proscrits. J'en ai fini avec les triangles, donc maintenant je vais passer encore à une autre problématique, ce seront les n-gon. N-gon, encore une fois, c'est tiré de l'anglais, parce que gon c'est pour polygone, qui est aussi un mot transparent, donc en français ça marche très bien. Et n, c'est comme en maths, c'est n'importe quel chiffre. Donc un n-gon, ça va être une face qui n'a non pas 3 ni 4 sommets, mais qui a plus de 4 sommets. Donc à partir de 5 sommets qui constituent une face, on va avoir un n-gon. Mais cela prend en compte donc du coup les pentagones, les hexagones, les octogones et ainsi de suite. Toutes les faces qui auront plus de 4 sommets. Alors à première vue, lorsqu'on voit un n-gon comme ça, la première fois qu'on m'en a parlé ou qu'on l'a introduit, ça paraît génial, ça paraît excellent parce qu'on se dit mais avec ce genre de géométrie, ce genre d'outils, on peut faire des formes hyper complexes de manière très simple. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut facilement créer de la géométrie qui est complexe et très simplement parce qu'on se dit bah du coup on n'est plus limité qu'à des faces à 3 ou 4 sommets, mais on peut en avoir autant qu'on veut qui se terminent ici, qui viennent et ça devient vraiment très puissant. Sauf que en général, et encore une fois ça c'est une règle générale que oui cette fois-ci je pense pas que vous allez annuler, que vous allez essayer de contredire, mais on ne veut jamais avoir de n-gon sur un modèle fini. On peut en avoir dans le processus de création, lorsque l'on modélise, mais on ne voudra jamais en avoir sur un modèle fini. Je m'explique, la raison la plus évidente, c'est par rapport aux exports. Imaginons que vous êtes modéliste dans une entreprise, et vous travaillez, donc peut-être vous travaillez chez vous sur ce modèle, et vous pouvez utiliser Blender, mais vous avez un client qui vous demande donc un modèle. Le client ne demande pas vraiment un rendu fini, mais veut travailler sur un modèle que vous auriez fait. Vous utilisez Blender, et qui gère les n-gon très bien, mais lorsque vous exportez votre modèle, le logiciel qui va ouvrir votre OBJ, plus tard, n'importe quel importeur de logiciel, si c'est ensuite pour faire des simulations, pour faire je ne sais quoi, d'autres géométries, de la texture ou autre chose, tous les moteurs d'import ne gèrent pas les n-gon. Et du coup, la résultante, ça peut être un nombre de cas assez varié, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment peut être traité votre n-gon. Si ça se trouve, bah, l'importeur va subdiviser, enfin pas subdiviser, mais va trianguliser votre n-gon. Et donc du coup, ce sera plus une face, mais ça en sera 3, peut-être qu'il va rajouter deux barres ici, ou il va, je sais pas ce qu'il va faire, mais il va trianguliser tout ça pour que il se retrouve avec des faces triangulaires que lui, il sait gérer du coup. Les triangles et les quads sont gérés par tous. Peut-être pas les quads, mais les triangles sont gérés par tous les modèles d'import et tous les logiciels. Du coup, c'est une première option. La deuxième option, très probable, c'est qu'il ne calcule pas du tout de face, c'est que du coup, il laisse un trou en plein milieu de votre modèle. Il se peut que, voilà, du coup, vous passez votre modèle à votre client, qui s'attendait à avoir un modèle propre, complet, tout bien fait, et là, il se retrouve avec des trous en plein milieu de son modèle, et si c'est pendant qu'il travaille qu'il s'en rend compte, il va vous crier dessus en disant, vous m'avez pas donné un modèle propre, c'est quoi ce travail, ça va pas, moi je peux pas travailler avec ça, donc, c'est encore des problèmes. Du coup, on évite d'avoir des n-gon sur les modèles finis de géométrie. Néanmoins, ça reste très utilisé pendant qu'on modélise. Parce que, imaginons que je suis sur un modèle assez complexe, je veux rajouter du détail à cet endroit, j'ai une idée approximative de ce que je veux faire ici, j'ai besoin de plus de géométrie, donc je vais facilement pouvoir rajouter des edge loops ici, qui seront bien sûr terminés à partir de notre n-gon, parce que notre n-gon va venir arrêter tous les edge loops. Je ne peux pas traverser un n-gon avec un edge loop. Et donc je peux rajouter autant de géométrie que je veux ici, et peut-être même en rajouter de l'autre côté. Mais je ne sais pas trop encore comment je vais faire la connexion ici, entre les deux. Ici, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire de ce côté-là, donc pour l'instant je laisse ça plutôt de manière basique. Mais si je n'avais pas mon n-gon, j'aurais sûrement un flow qui va venir ici, un edge loop qui va venir là, qui va se reconnecter, et je sais pas trop comment ça va se faire, ça va faire un gros micmac au milieu. Le fait d'avoir un n-gon ici me bloque ma géométrie là, me permet de travailler, de faire toutes les modifications que je veux ici, et de laisser cette partie vierge, de manière à ce que je puisse ensuite me pencher sur ce point là et me dire,
Bon alors voilà, maintenant que j'ai fini là-bas, comment est-ce que je vais lier tout ça pour que ça fonctionne bien, que je reste avec des quads. Peut-être que je peux sélectionner ce sommet, les relier, faire ça aussi ici, et là voilà, j'ai un quad en bas, j'ai un quad en haut, et un autre au milieu. Peut-être que je vais bouger un peu celui-ci là, et comme ça, j'ai une bonne jonction et ça marche bien. Mais donc, ce handgun va me permettre du coup de temporiser, de faire un bloc dans lequel je me dis bon bah je m'occuperai de ça plus tard et je pourrais vraiment me concentrer sur la jointure, la jonction entre ces deux parties, mais pour l'instant j'ai assez de géométrie pour travailler de ce côté et je peux faire ce que je veux. Donc les handguns sont quand même assez pratiques lors de la modélisation. Fini avec ça, on va passer sur notre dernier point qui vont être des pôles. Et on voit que ici j'ai une situation qui ressemble beaucoup à celle que l'on avait avec le triangle qui est ici. Le seul point qui est différent, c'est que cette fois-ci je vais avoir cette edge loop que j'ai rajouté ici et qui vient changer mon triangle en quad. La première grosse modification que ça fait, c'est que maintenant ce plan est quad only. Il n'y a que des quads partout dans notre plan. Et je vous rappelle encore, c'est le modèle typique que l'on essaie d'accomplir à chaque fois. C'est la sorte de base qu'on essaie de suivre. Donc bah, on est content, maintenant on a des quads partout dans notre modèle. Par contre, on va avoir encore une fois deux types de pôles qui sont apparus. Et donc un pôle, si je le résume, si je le redéfinis, j'en ai parlé un peu avant dans la vidéo, mais c'est un sommet qui va recevoir moins ou plus que 4 arêtes qui le connectent. Donc là on voit les deux types de pôles possibles, c'est-à-dire que là on a un pôle qui n'est connecté que par 3 arêtes du coup, et non pas 4, et on en a un autre ici qui est connecté par 5 arêtes, et donc ça en fait un pôle, parce que ce n'est plus 4. Et s'il est connecté par autant d'autres arêtes en plus, ça continue d'être un pôle. Donc qu'est-ce qu'un pôle fait? Un pôle termine tous les edge loops. Parce que un edge loop de base, si je fais un alt-clic ici et que je sélectionne mon edge loop là, je vais faire CTRL espace pour enlever mes widgets. Sur mon edge loop, chacun de mes arêtes, et encore une fois, on oublie les extrémités, les bords de mes plans, mais à l'intérieur, chacun de mes sommets ici est connecté par 4 arêtes. Du coup, Blender sait pertinemment où continuer son edge loop jusqu'à le terminer. Parce qu'il arrive à ce sommet-là, et il se dit, bon bah voilà, je vais continuer par... J'ai 3 possibilités, 3 choix pour continuer mon chemin, donc je prends celui qui est au milieu. Et c'est comme ça que Blender calcule de manière simple pour faire son edge loop. Arrivé à un pôle, si je sélectionne ici, Blender arrive jusqu'au pôle, et là il dit bon bah là du coup j'ai 4 choix possibles. Je choisis lequel? Si je choisis au milieu, bon bah oui mais j'en ai 2. Quel chemin choisir? Donc il s'arrête, il préfère s'arrêter. Comme je l'ai dit précédemment, et je redonnerai un exemple un peu plus tard, si on a un modèle un peu plus complexe, on peut et qu'on a des pôles qui se baladent dans notre objet, on peut ne pas les voir et ça peut nous faire des erreurs d'inattention, pensant avoir tout sélectionné, et en fait on avait un pôle qui a terminé notre edge loop et on a fait des modifications derrière, du coup on a ruiné notre effet et on a une grosse tâche en plein milieu parce qu'on a fait des problèmes, on a aggravé la situation. D'un autre côté, les pôles, s'ils ont des problèmes de sélection comme ici, ou même d'ajout, de sélection d'edge loop, ils peuvent aussi être utiles. Et cette configuration va nous permettre quelque chose que je vais vous montrer un peu plus tard dans ce tutoriel. Mais pour l'instant, retenez que ça bloque les edge loops. Donc ça c'était la définition de pôle. Je ressors de ça, je viens de résumer donc les 4 grands principes, pas vraiment des principes, mais les 4 types de formes que vous allez utiliser lorsque vous modéliserez et qui vous seront utiles. C'est avec ça qu'il faut réussir à jouer pour gérer votre flux et l'organisation du coup des faces, arêtes et sommets. C'est ça qui va gérer votre topologie. C'est avec ces 4 quatre formes que vous allez pouvoir gérer vos topologies. Alors maintenant, je vais essayer de vous faire face à certaines situations dans lesquelles il va falloir jouer avec ça. Je vais aller donc sur un autre calque encore, troisième calque ici, dans lequel j'ai encore 3 plans avec 3 situations différentes. Donc c'est un seul et même objet. Je passe en mode édition et je vais vous parler des jonctions, et des jonctions uniquement avec des quads dedans. Parce que
je vous rappelle encore, mais le modèle de base qu'on essaie d'avoir, c'est un modèle de grille dans lequel on n'a que des quads. Si on essaie de se concentrer sur le premier plan que j'ai ici, on va avoir ce qu'on appelle une jointure de 1 en 3, si on veut. Donc qu'est-ce que ça va faire, ce type de situation? C'est qu'on garde des quads un peu partout, mais on va beaucoup se servir de ça pour gérer le flux, la densité du maillage. C'est-à-dire que si on regarde de manière verticale ici, on voit que l'edge loop qui est en haut ici a moins de sommet que l'edge loop qui est en bas, l'edge loop qui est ici. Donc on arrive ici avec un edge loop qu'on arrête ici parce qu'on a un pôle bien sûr, mais qui va se rediviser en 3 edge loops en bas ici. Oups, j'ai mal cliqué. Je vais faire un shift, mais on va avoir 3 edge loops qui sont ici. Donc on va séparer, on va diviser le 1 en 3, ce qui fait qu'on rajoute de la géométrie par ici, et qu'on a donc plus de géométrie à utiliser pour travailler en bas, derrière. La manière de laquelle on va créer ceci, c'est qu'on a rajouté donc l'edge loop qui est ici, on a divisé, on a créé un quad auquel on a donné une forme de diamant entre guillemets, diamant inversé. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on n'a pas juste laissé GZ, pardon? Pourquoi on n'a pas juste laissé le sommet ici en plein milieu comme un triangle? Là, je fais une aparté, mais en 3D, ceci n'est pas un triangle. Ceci est quand même un quad, parce que c'est une face qui a 4 sommets et 4 arêtes. Ça a la forme d'un triangle, si on le regarde de loin, là en général, mais c'est un quad quand même, c'est considéré comme un quad quand même. Cependant, c'est un quad qu'on essaie d'éviter autant qu'on peut. Et surtout, il se peut des fois que par une légère manipulation, une mauvaise compréhension ou un mauvais calcul du logiciel, on puisse se retrouver avec cette situation-là, dans lequel on a encore une fois un quad, mais avec cette fois-ci un angle interne qui est assez mal calculé, enfin qui peut créer des problèmes. C'est pas qu'il est mal calculé, mais c'est qu'il peut créer des problèmes au rendu, surtout sur une face arrondie, parce que du coup, il calcule plus facilement le triangle s'il est fermé, ou même la géométrie si elle est ouverte comme ça, fermée ici, plutôt que si c'est là et qu'il va calculer ici, qu'il doit venir soustraire de la matière qui est là. Donc c'était une petite aparté, mais c'est pour ça que on essaie de l'ouvrir un peu et d'avoir une forme un peu plus en diamant inversé comme ça, un quad qui ressemble plus à un quad quoi, du coup. Qu'est-ce que va faire cette jonction? Elle est très pratique parce que non seulement elle nous permet justement de redéfinir la densité de maillage, mais en plus elle nous permet de continuer de rajouter des edge loops. Si je fais un CTRL R, je peux en rajouter en haut, je peux en rajouter en bas, sur les côtés. Mais en plus de ça, ça nous permet de faire des redirections. Donc on va pouvoir rediriger, si on essaie de faire un edge loop qui est ici, on va pouvoir avoir une géométrie, enfin je peux cliquer, et je peux du coup, je vais me placer, clic droit, voilà, je peux avoir une géométrie qui va tourner et réorienter mon maillage pour continuer d'avoir de la géométrie, plus de géométrie en bas, et en laisser moins en haut. Donc il faut faire attention à ça, ça peut vous gêner parfois, mais ça peut aussi être très pratique, comme vous le voyez, on peut faire des intersections, des tournants, de manière très simple comme ça, et je peux faire ça sur l'autre côté interne, ça fait le même genre de situation. Donc à vous d'utiliser ça, et ça garde à chaque fois un système en quad uniquement, partout il y a des quads, donc à vous de garder ça en mémoire et de le placer là où ce sera le plus utile. Deuxième forme d'intersection que j'aimerais vous montrer ici, avec des quads, c'est une sorte d'inset, comme si on avait dupliqué cette bordure externe là et qu'on l'avait juste scalé, enfin qu'on l'avait réduit à l'intérieur, et donc on a un tournant qui est ici à l'intérieur. Le côté pratique de ça, c'est que encore une fois, verticalement, on va avoir beaucoup plus de géométrie en bas qu'on en a en haut. Mais et ce que ça permet de faire aussi, c'est que du coup en CTRL R, on peut passer en plein milieu, plein à travers, et on peut rajouter encore plus de géométrie vers le bas ici. Si vous le voyez, là je peux passer de 3 à 5, je peux avoir ici 3 edge loops, mince, je ne suis pas en train de faire ce que je veux, hop, je peux passer de 3 à 5, 3, 4, 5 ici. Et je peux aussi rajouter des edge loops, que ce soit tout autour, sans altérer donc le schéma grille de mon maillage.
tout ce qui est autour, je peux continuer de rajouter des edge loops aussi bien que je le veux, et même à travers. Je peux rajouter un edge loop qui est à travers ici. Là où c'est puissant, c'est que on va pouvoir faire des indentations dans notre géométrie. Grâce à ça, si on l'extrude ou si on le pousse vers l'intérieur, en bas ou en haut, on va pouvoir faire des indentations dans notre maillage et on va pouvoir réaffiner ces indentations avec des edge loops qui passeront même en interne de ce tournant. Et là, on rajoute encore plus de géométrie et on a un contrôle sur l'angle que ça fait. Ça veut dire qu'on part pas n'importe où dans le vide à côté, pas comme lorsqu'on était ici dans ce premier cas où du coup on a nos intersections qui partent sur les deux côtés. Cette fois-ci, on garde un peu plus de contrôle et nos intersections restent en interne. Donc c'est encore un moyen qui est différent de l'autre. Donc suivant les cas, on peut essayer de jongler sur l'un ou l'autre. Et le troisième et dernier type que vous pourrez rencontrer, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, j'ai mal placé celui-ci, si je peux le lever un peu plus, voilà, hop. Cette intersection-là va vous permettre du coup de faire une redirection, de tourner, de faire un tournant dans votre maillage. Et on se rend compte que du coup on n'est plus en quad. Et si je veux rester en quad, c'est que j'ai mal fait mon boulot ici, mais il faut relier ça. Et on retrouve l'exemple inversé de tout à l'heure, que je vous ai montré dans le deuxième calque, avec quand je vous ai parlé des pôles, parce qu'on retrouve notre pôle à 5 qui est ici, et le pôle à 3 qui est là. Et c'est exactement le même schéma, je suis juste que tout à l'heure c'était inversé, c'était flippé dans cette direction-là. Mais on retrouve notre tournant, parce que les pôles, ce que vont nous permettre de faire les pôles, ça va être le gros point positif. Je vous ai parlé que du négatif tout à l'heure, mais le point positif c'est que ça va nous permettre de faire une redirection de flux. Là on va avoir non seulement une redirection qui est ici, je vais pouvoir faire un tournant qui est là et je vais pouvoir réaffiner le tournant qui est ici si je veux garder ça en interne dans le tournant. Mais si on remarque bien, on va pouvoir avoir un edge flow, enfin un edge ring si je sélectionne celui qui est là, qui tourne ici, adjacent à des edge rings qui eux restent droits. Donc si je regarde celui-ci ou celui-là, tous ces edge rings restent droits ici, même celui qui est en haut, pardon, hop, je peux le sélectionner, ou un qui est en bas ici. Tous ceux qui sont autour, ce sont des trucs qui restent, qui gardent notre grille, notre forme de grille, mais au milieu, on va pouvoir avoir cet edge ring qui tourne et donc qui redéfinit la direction. Je vous montrerai un exemple un peu plus détaillé, un peu plus concret, dans un modèle un peu plus détaillé à côté. D'ailleurs, on va faire ça maintenant, parce que j'en ai fini. Du coup, je vous ai montré ces trois types de redirection ou d'intersection uniquement avec des quads. Et donc je sors de ce calque. Je vais maintenant passer sur un modèle que j'ai téléchargé. C'est le modèle de Sintel, sans cheveux. Du coup j'ai enlevé les cheveux parce que ça allait me gêner pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Mais ici on a donc notre modèle de Sintel. Si vous n'avez pas vu de Sintel, c'est l'un des courts-métrages qui a été fait par la Blender Foundation il y a quelques années maintenant. J'ai un peu oublié, mais c'était avant Tears of Steel. Cette année ça a été Cosmos Landromat, qu'il faut absolument voir. Le court-métrage précédent, c'était Tears of Steel, qui était pour montrer de l'intégration 3D dans des prises de vue réelles. Et l'année encore précédente à celle-là, enfin, le court-métrage précédent à celui-là, c'était donc Sintel, qui était juste un film d'animation de 10 à 15 minutes, je sais plus. Vraiment très très bien, que je vous conseille d'aller voir, avec des dragons et tout à l'intérieur. Et du coup j'ai récupéré, ça c'était l'héroïne de ce court métrage, donc je récupère ce modèle qui donc a été fait par les artistes chevronnés et sur lequel je ne peux rien dire parce que ils font toujours du très bon boulot. Et donc leur modèle est propre comme on peut le dire, et je vais m'en servir, m'appuyer dessus pour vous expliquer en cas concret l'utilisation donc de la topologie. Ce modèle, je dois faire crédit à son auteur qui est Ben Danzi. Et j'ai récupéré ce modèle sur BlenderSwap, sur lequel vous pouvez télécharger pas mal de modèles d'OBJ ou de scènes Blender, de modèles Blender qui ont été faits gratuitement. Mais il se peut que donc il y a des licences dessus. Celle-ci est une licence CC, CC-BY, et qui m'oblige à vous donner, à donner contribution à cet auteur, Ben Danzi. Vous pouvez avoir d'autres modèles où il ne vous oblige pas à citer l'auteur,
mais suivant les licences, vous pouvez aller vérifier. À chaque fois, il vous le rappelle en général avant de le télécharger. Si vous avez besoin, si vous pouvez l'utiliser commercialement ou pas, si vous pouvez en parler, sans citer l'auteur, si vous êtes obligé de citer l'auteur, et ainsi de suite. En tout cas, là, j'y donne crédit. C'est Ben Nanzi qui l'a mis sur BlenderSwap et ça s'appelle Sintel Lite, le modèle. Donc à vous de voir si vous voulez le télécharger pour analyser aussi la géométrie dedans. En tout cas, là, je vais faire un petit aperçu. Je vais aller en mode édition. Étant en mode édition, du coup, on voit, il faut pas se fier toutes ces edge loops rouges. Ce sont des traits de couture pour les UV, pour les textures. Donc, ça va dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Mais nous, on se concentre juste sur l'organisation des faces, arêtes et sommets, donc sur la topologie de notre maillage. Et pour ça, on va se concentrer sur le visage, qui est une source, une mine de bons exemples d'utilisation de topologie. On voit que il n'y a aucun triangle, nulle part. Vous pourrez chercher, vous ne trouverez pas de triangle ici, parce que du coup le modèle est propre, comme on le dit. Alors, je me répète encore une fois, mais les règles peuvent être cassées, si on peut déroger aux règles, si on sait ce qu'on fait. Donc il se peut que certains très grands artistes que vous voyez sur internet, si vous analysez leur wireframe, leur vue fil de fer, vous pourriez voir des triangles et il faut pas de suite se jeter sur des conclusions comme oh ben il a fait de la merde, ça se dit être un grand artiste mais ça laisse des triangles et tout. Non, si c'est un grand artiste ou comme ça, bon ben en général s'il met un triangle quelque part, c'est qu'il y a une bonne raison pour cela, il sait ce qu'il fait et tout est calculé. Les triangles sont parfois utilisés dans des cas très spécifiques, même pour nous aider dans la modélisation. Et en général, l'artiste qui l'utilise sait pourquoi il l'a mis. On dit juste que dans une règle générale, on ne veut pas s'en servir parce que ça crée des problèmes d'ombrage avec les textures, que lorsqu'on fait de l'animation, ça peut aussi créer des problèmes d'ombrage ou de déformation qui ne sont pas bien calculés. Il y en a moins de maîtrise sur les déformations, sur l'animation en général et sur notre modèle. Et même justement par rapport à ce que je vous ai montré au début, on a moins de contrôle sur nos sélections. Et lorsqu'on fait une subdivision, donc lorsqu'on resubdivise le maillage pour avoir plus de géométrie, ça donne des résultats qui sont moins bien contrôlés et qui peuvent gêner. Mais lorsqu'on sait ce qu'on fait, on a tout à fait le droit de casser la règle et d'utiliser des triangles. Pareil pour les n-gon, qu'on essaie d'enlever aux rendus finaux. Et pareil pour les pôles, qu'en général, on dit aussi qu'il ne faut pas avoir lors des rendus finaux ou lors du maillage fini. Et oui, j'ai dit pôle aussi, il faut pas en avoir, alors que là, vous en avez un sous les yeux qui vous crie, qui est criant de visibilité. Il est juste là, on en a un autre qui est en bas ici, on en a plein dans le maillage de cette face. Et on peut facilement les repérer. On en a un autre qui est en bas ici, on en a un autre qui est là. Voilà, on retrouve pas mal de pôles, alors qu'à l'instant je viens de vous dire qu'il ne faut pas les utiliser. Et pourtant, dans certains cas, on est obligé. Si on veut avoir une bonne topologie, c'est un des points sur lesquels on va jouer. C'est pour ça que lorsque j'ai utilisé mon troisième, non, c'était le deuxième plan ici. Pardon. Je vous ai introduit au pôle qui était là. Et parce que c'est l'un des points sur lesquels vous allez jouer pour avoir une bonne topologie. Du coup j'ai complètement dézoomé et je suis loin de ma Sintel, de la face de ma Sintel. Hop, on se remet en mode édition. Si je peux vous expliquer ces pôles par exemple, on voit que le maillage est constitué de quads partout. Même si on a des pôles, on continue d'avoir des quads partout, aucun triangle. On peut facilement sélectionner, si je vais sur le coup par exemple, Alt, clic droit, je sais que là j'ai sélectionné toute la loupe, elle est tout le chemin, il revient vers le début. Si j'ai des pôles, par contre, ça me bloque ma sélection et je ne peux pas sélectionner tout le tour, mais on va voir que les pôles, tels qu'on les utilise, sont utilisés pour des redirections comme je le disais tout à l'heure, comme par exemple autour des yeux. On sait que là on a un point dans notre maillage qui est circulaire, et donc on voudrait avoir la meilleure manière de gérer ces genres de formes, c'est de pouvoir avoir des edge loops concentriques autour de ce maillage. Pareil autour de la bouche, on aimerait avoir la même chose. Et pour le coup, si je sélectionne les edge rings, si je sélectionne les edge rings qui sont ici, je vais pouvoir avoir ou même juste les edge loops, ils sont concentriques et ils restent tout autour de l'œil.
Et si je fais la même chose avec la bouche, j'ai des égrines qui restent autour de la bouche à chaque fois et qui la contournent. Et ça nous permet aussi de pouvoir garder la même forme, le même sens que les muscles qui constituent notre visage. Et on verra dans des vidéos beaucoup plus avancées de ma chaîne pourquoi est-ce que on aimerait garder la forme des muscles pour avoir une géométrie quand on fait de la modélisation organique qui soit beaucoup plus naturelle et ressemble beaucoup plus à la réalité. Il est très important d'essayer de garder cette même forme des muscles. Et donc pour ça, voilà, on a besoin d'avoir nos edge loops dans le même sens, donc concentriques autour de ces genres d'endroits. Si on regarde un pôle, le pôle qui est ici par exemple, on voit que du coup, arrivé à ce pôle-là, on va avoir un edge loop ici qui va pouvoir tourner ici et continuer son chemin autour de l'œil. Que à ce niveau-là, on va avoir un autre edge loop qui lui va pouvoir continuer à aller tout droit et va être redirigé vers le fond de l'oreille. Oula, le mauvais tracé. Et un edge loop qui est ici, qui était autour de l'œil et qui va pouvoir être cette fois-ci dévié et plus continuer autour de l'œil pour pouvoir aller autour de la mâchoire et bien gérer le contour du visage aussi. Ça c'est l'utilité de cette edge loop là. Si on prend celui-ci aussi, on voit qu'on a encore une fois une redirection. On a des edge loops qui viennent ici et qui peuvent facilement venir être contournés pour commencer à aider les contours de l'œil qui est ici. Et d'un autre côté, on va avoir des edge loops qui sont là et qui sont redirigés pour aller cette fois-ci vers l'intérieur de la bouche. Et si on prend l'edge loop qui est en dessous, hop, on voit que là, il est redirigé non pas pour continuer vers l'oreille ici, mais pour pouvoir commencer à contourner la bouche et à faire justement ces cercles concentriques qu'on retrouve autour de la bouche ici. Voilà, donc à partir de là, c'est à vous d'essayer de gérer par rapport à tous ces différents éléments que je vous ai montrés, comment avoir un maillage qui, vous pouvez récupérer cet OBJ sur BlendSwap comme je vous ai montré, et essayer d'analyser toutes les différentes formes. On voit que l'oreille est aussi un endroit très particulier, dans lequel, je vais annuler les traits que j'ai fait ici, dans lequel tout a été bien géré, parce que les artistes qui ont fait ça savent ce qu'ils font, et vous pouvez donc essayer d'analyser la manière dont ça a été créé, dont les problèmes qu'ils ont eu ont été résolus, pour avoir un maillage propre. Donc ce que je veux dire par propre, c'est du coup avoir des pôles bien placés, pour garder un maillage qui soit uniquement constitué de quad, sans triangle, et sans n-gon non plus. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, le tuto est déjà assez long comme ça, je m'excuse pour le retard, et on se voit donc le 20 du mois prochain. Ciao.